Bonjour à tout le monde, que vous soyez sur place ici à l'Université Laval ou à l'extérieur grâce aux merveilles de la captation. Madame Marie Audette, vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création. Monsieur Pierre Jacquemot, conférencier invité pour l'inauguration de cette université d'automne 2015. Chers invités, chers participants de l'université d'automne, mon nom est Alain Olivier, donc je suis ici à titre de titulaire de la chaire en développement international, qui est co-organisateur de cet événement avec l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Donc, au nom des organisateurs, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette conférence d'ouverture de la 4e Université d'automne de l'Institut EDS, donc qui est organisée, comme je vous le disais, par l'Institut EDS, la chaire en développement international, et ainsi que certains partenaires de l'événement. Je tiens à souligner notamment la contribution de la chaire de recherche et d'innovation Gold Corp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, de la chaire de recherche Marcel Mallet sur la culture philanthropique et de la chaire EDS en prévision et action hydrologique. Donc, cette édition de l'école d'été est intitulée « Les objectifs de développement durable, réalité ou utopie ». C'est une édition qui est vraiment d'actualité, comme vous pourrez le constater, puisque les membres des Nations unies viennent tout juste d'adopter le 25 septembre dernier, donc il y a à peine un mois, les objectifs de développement durable lors d'un sommet spécial sur le développement durable qui s'est tenu à New York. Après cette première étape de concertation internationale, il s'agit maintenant pour nous de voir quelles sont les implications des objectifs qui ont été adoptés, des différentes cibles qui sont liées à ces objectifs, en relation avec les différentes réalités sociales, économiques et environnementales que nous vivons. Les organisateurs de cette université d'automne vous convident donc à examiner ces implications en réfléchissant notamment pendant 2 jours, à tout le moins pour ceux et celles qui participent à l'université d'automne, à la contribution que peuvent y apporter nos différents domaines de recherche et d'études. Pour animer notre programme ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir notre maître de cérémonie, M. Tunao Kiri, qui est responsable de programme des stratégies nationales et cadres institutionnels du développement durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, M. Kiri, je vous cède maintenant la parole. Merci Alain. Et bonjour à tous. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier de cet après-midi, M. Pierre Jacquemot. M. Pierre Jacquemot est diplômé de l'Institut des études politiques de Paris, docteur d'État en sciences économiques et en économie appliquée, ancien stagiaire de l'ENA. M. Pierre Jacquemot est actuellement président du groupe de recherche et d'échanges technologiques en France. C'est spécialiste de la coopération internationale et également chercheur associé à l'IRIS, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris et membre du Conseil d'analyse des politiques de développement en France et du comité de rédaction de la revue Afrique contemporaine. M. Jacquemot a été maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine en économie internationale et économie africaine, puis conseiller du président du Sénégal, son Excellence M. Abdou Diouf, et chef de la mission coopération et action culturelle au Burkina Faso et au Cameroun. Directeur du développement et de la coopération technique jusqu'en 2000, autant avant de passer 10 ans en Afrique en tant qu'ambassadeur de France, il a été aussi représentant permanent auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de UN Habitat au Kenya, ainsi que secrétaire général de la conférence du bassin du Niger. M. Pierre Jacquemot a également publié de nombreux travaux sur l'économie internationale et l'Afrique subsaharienne. Son dernier livre, publié en 2015, a pour titre « Le dictionnaire du développement durable ». M. Jacquemot, vous avez la parole. Merci. Merci de cette introduction flatteuse. Merci d'abord à l'Institut Hydro-Québec de m'avoir invité pour participer à ce séminaire, à cette conférence pendant les 2 jours qui viennent. J'aurai le plaisir de rencontrer un certain nombre de collègues demain et après-demain.
et d'apporter une contribution demain sur les questions de pauvreté. Je suis ravi d'être parmi vous. Je n'étais pas venu au Québec et à Québec depuis pas mal d'années pour des activités de recherche. Et je suis tout particulièrement impressionné par ce que j'ai pu voir, les lectures que j'ai pu faire d'un certain nombre de travaux universitaires de l'Université de Laval. Et je voudrais vous en féliciter. Très, très modestement, je ne viens pas vous apporter la bonne parole, mais plutôt un certain nombre d'informations qui peuvent vous être utiles, en imaginant que vous êtes déjà informé de la question des objectifs du développement durable, mais qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Donc je fais l'hypothèse que vous avez une information assez générale. Ceux qui seraient des spécialistes de certaines de ces questions voudront bien ne pas m'en vouloir, et nous continuerons le débat demain. Donc l'objectif de cette conférence, c'est les objectifs du développement durable tels qu'ils viennent d'être abordés et décidés à l'occasion de la dernière session de l'Assemblée des Nations Unies. Autour du thème « Il faut transformer les vies tout en préservant la planète ». C'est le slogan de Ban Ki-moon lorsqu'il a, en décembre 2014, proposé un texte tout à fait important qui annonçait bien évidemment l'adoption des 17 ODD, c'est comme ça qu'on les appelle, qui se déclinent en 169 cibles, je vais y revenir, adoptées par 193 États membres. S'il faut retenir 3 chiffres, c'est bien cela, 17 ODD, 169 cibles, ou sous-objectifs si vous préférez, et adoptés par l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ces objectifs du développement durable viennent se substituer aux objectifs du millénaire du développement qui avaient été adoptés l'année 2000 et pour la période 2000-2015. Je vais, dans ma conférence, faire un rapide rappel sur les résultats obtenus sur les OMD, évoquer quelques points qui me paraissent cruciaux en ce qui concerne les changements qu'on peut observer depuis ces 15 dernières années, expliquer quel est le contenu des ODD et voir ensemble, si vous le voulez bien, quelle est la portée qu'on peut accorder, qu'on peut identifier pour ces objectifs du développement durable. Rappelez-vous, il y a 15 ans, le monde était marqué par un double clivage, un clivage nord-sud, pays développés, pays en développement, et un clivage est-ouest, encore marqué par la guerre froide, même si le mur de Berlin avait été profondément ébranlé. La question de la pauvreté était une question cruciale, considérée comme source de misère, mais également de conflit. Les solutions les plus basiques qui étaient proposées, notamment par les institutions de Bretton Woods, se déclinaient autour de ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire des politiques ultralibérales qu'on appellerait ici, peut-être au Québec, des politiques d'austérité. L'aide publique internationale était fatiguée en ce sens qu'on considérait qu'elle n'était plus en mesure de pouvoir répondre aux questions de la pauvreté. Et donc, il fallait trouver une solution miracle qui était les objectifs du millénaire, avec autour d'une problématique de l'époque qui est celle des biens publics mondiaux, c'est-à-dire qu'il y a des biens qui doivent satisfaire l'ensemble de la communauté de la planète. Alors rappelez-vous, il y en avait 8. Un objectif sur la pauvreté, un sur l'éducation, un sur l'égalité des sexes, un sur la mortalité infantile, un sur la santé maternelle, un sur la lutte contre les 2 grandes pandémies de l'époque qui étaient le VIH-Sida et le paludisme, un sur l'environnement, très discret, et un sur les modalités de mise en œuvre d'un nouveau partenariat mondial pour lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'on a observé entre 2000 et 2015 ? D'abord, une baisse du taux de pauvreté et aussi une baisse du nombre de pauvres. Je me suis inspiré des derniers chiffres qui viennent de publier, que la Banque mondiale vient de publier, il y a exactement 15 jours. Vous savez que l'indicateur d'extrême pauvreté vient de changer. On estime qu'on est dans l'extrême pauvreté si on a un revenu inférieur à 1,9 $ américain. Quand je parle de dollars, c'est des dollars américains. Si vous le voulez bien, je prends cette convention dès le début.
puisque c'est la Convention internationale. Donc à 1,9 $ par jour, et par tête, c'est le critère de l'extrême pauvreté. Autrefois, c'était 1,25. Eh bien, aujourd'hui, on compte 700 millions de personnes qui sont en dessous de ce seuil, alors qu'on considérait que la population extrêmement pauvre était de 1,9 milliard en 2000, lorsqu'on a lancé les ODD, alors que dans le même temps, la population mondiale a augmenté. Donc les résultats observés sur 2000-2015 sont tout à fait incontestables en matière d'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, de l'accès aux services essentiels, l'eau par exemple. Ils sont moins bons pour ce qui concerne l'égalité des sexes, le climat ou la lutte contre les grandes endémies. Il faut voir en fait derrière certains bons résultats la Chine. La baisse du nombre de pauvres tient très largement au taux de croissance chinois enregistré pendant ces 15 dernières années, taux de croissance qui souvent a été supérieur à 2 chiffres, de l'ordre de 10, voire plus de pourcents. En revanche, les résultats ont été partout moins bons pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, notamment en ce qui concerne la mortalité infantile, où les chiffres sont encore dramatiques. Le taux de mortalité maternelle aussi est encore 14 fois plus élevé dans les pays du Sud, tout particulièrement en Afrique, que dans les pays du Nord. Et puis derrière les chiffres, revenus par tête et par jour, se cachent des situations qui peuvent être dramatiques, comme celles que l'on connaît dans un certain nombre de bidonvilles de par le monde. Une chose qui est très, très spectaculaire, c'est l'absence d'accès à un assainissement minimal que l'on peut observer dans beaucoup de régions du monde. Et puis enfin, j'insisterai beaucoup demain là-dessus, les inégalités persistent. La pauvreté régresse, mais les inégalités souvent s'accroissent au sein des pays et entre les pays, avec des phénomènes tout à fait importants, comme l'apparition de nouveaux riches, les 1% du monde bénéficiant des revenus les plus élevés, ont des revenus, des parts de revenus dans le gâteau international de plus en plus importants. Si on fait référence aux célèbres travaux de Thomas Piketty, best-seller international avec son livre sur le capital, on observe que dans cette même période des OMD, les inégalités de revenus ont augmenté et les patrimoines financiers et immobiliers se sont concentrés sur les plus riches. Vous avez ici très rapidement une carte sur le fameux indice de Gini qui montre qui est l'indicateur d'inégalité. Plus ce chiffre est élevé, plus l'inégalité est forte. Et vous voyez que la Chine, certes, a réduit très sensiblement son taux de pauvreté, mais est encore dans une situation de profonde inégalité. C'est la même chose pour le Brésil ou pour l'Inde. En plus, les OMD avaient une limite terrible. C'était une conception très technocratique. Il y a eu très peu de concertation pour élaborer les OMD. Hein, c'est venu d'un certain nombre d'experts qui ont défini ce qui était bon pour la planète pour cette période. Mais surtout, pour parvenir à la lutte contre la pauvreté, l'éradication de la pauvreté, par exemple, ou l'amélioration de la parité homme-femme, aucune politique n'était préconisée. Or, il peut y avoir différentes façons d'obtenir de bons résultats statistiques. Un gouvernement autoritaire peut réduire de moitié la pauvreté en privilégiant uniquement un groupe ethnique et en laissant de côté, en laissant dans les zones d'exclusion une partie de la population. L'autre défaut qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y avait derrière les OMD une certaine conception du monde occidental sur ce qui est bon pour les gens du Sud. C'est pour ça que je fais ce petit dessin, une petite caricature. Ce paternalisme, aujourd'hui, n'est plus de mise et ne peut plus l'être de mise. Il est impossible que le Nord se prononce sur ce qui est bon pour le Sud. Ça serait très mal vécu. Deuxième mutation profonde. Alors, voilà les résultats des OMD. Est-ce que c'est grâce aux OMD qu'on a réduit la pauvreté ou est-ce que c'est grâce à d'autres facteurs? Nous pourrons en discuter.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on n'est plus dans le clivage nord-sud. La pauvreté est partout et les zones de richesse sont partout. L'inégalité est un phénomène planétaire. Et on n'est plus dans ce monde un peu caricatural, pays développés, pays en développement. D'abord parce que de nouveaux pays dits émergents sont apparus sur la scène. J'ai cité la Chine tout à l'heure, l'Inde, le Brésil, par exemple, ou l'Indonésie. Même l'Afrique du Sud, qui font partie des pays à revenus intermédiaires. Et donc, ils viennent modifier la conception dichotomiste que nous avions jusqu'à présent. Et même l'Afrique, du moins une partie de l'Afrique, n'est plus traitée de la même manière. Là, je reprends le titre de la revue britannique bien connue, The Economist, dont je reparlerai tout à l'heure, qui titrait en première page, en page de couverture, il y a en 2000 The Hopeless Continent, et qui titrait en 2010, c'est-à-dire 10 ans après, exactement l'inverse, le continent plein d'espoir, le pays, la région où il faut absolument aller. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées ces 15 dernières années et qui doivent être prises en compte lorsqu'on réfléchit sur l'agenda pour les 15 prochaines années. Un certain nombre de phénomènes de désintégration sociale sont en marche. Dans un certain nombre de pays, notamment des pays du Nord, et celui d'où je viens, la France, nous assistons à des taux de chômage qui mettent en cause, qui ébranlent très sérieusement la cohésion sociale, lorsqu'il y a 25% de taux de chômage parmi les jeunes et 10% sur l'ensemble de la population active. Et encore, ce n'est pas le pire, puisque les pays méditerranéens, bien évidemment, on pense à la Grèce, à l'Espagne, le Portugal. À une époque, l'Irlande, tous ces pays ont connu, à la suite de la crise de 2008, des situations très graves qui probablement ont des effets profonds, structurels sur les sociétés, sur les économies, mais également sur les sociétés. Il y a des phénomènes de marginalisation, des phénomènes de crise identitaire, et l'ascension sociale associée au diplôme, l'ascension sociale automatique, qui est celle de ma génération, par exemple, ne se retrouvera plus celle de la génération de mes enfants ou de mes petits-enfants. Donc on est dans un monde qui est très largement bouleversé par rapport à ce qu'il était en 2000. Les institutions doivent reconquérir leur légitimité. La violence, la délinquance, la violence, voire la guerre, dans certaines situations, devient un mode de recours contre les situations d'inégalité trop profondes. Sans compter l'existence de pratiques illicites liées à la corruption, à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent, toutes sortes de phénomènes qui ont pris une ampleur qui fait qu'on ne peut plus appréhender le monde de la même manière. Le système des Nations Unies, ce que le Devoir a appelé ce matin, dans le Devoir d'hier, dans un article, le club des vainqueurs, signalant que la France et la Grande-Bretagne y sont au Conseil de sécurité parce qu'ils étaient du bon côté en 1944-1945, alors que leur légitimité aujourd'hui pourrait être mise en cause du fait de l'apparition d'un certain nombre de nouveaux acteurs. Le système des Nations Unies, globalement, est interrogé sur sa capacité à pouvoir assurer la régulation du monde. En matière économique, l'OMC est un échec, avec l'échec de Doha, parce qu'on n'est pas parvenu à assurer la baisse généralisée des taux des droits de douane, et c'est plutôt des formules bilatérales ou des accords par région qui prédominent plutôt que des processus internationaux. Il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas, en tout cas avec la même ampleur en 2000. Les firmes multinationales se sont accrues, ont accru leur poids, leur puissance, avec une certaine autonomie, même s'il y a des modalités de régulation qui se mettent en place, sur lesquelles on peut discuter. Les grandes fondations, la fondation Gates a des budgets en matière de santé mondiale beaucoup plus importants que l'Organisation mondiale de la santé, que l'OMS. Ce que j'appelle les bingos, qui sont les grandes ONG internationales, en particulier les grandes ONG anglo-saxonnes, toutes ces institutions ont une autre légitimité que les États, parce qu'elles ne procèdent pas des élections, en quelque sorte s'auto-légitiment par l'action qu'elles mènent, mais viennent interférer dans les modalités de la démocratie formelle habituelle. Et puis en fait, il y a un certain nombre de pays qui ne se retrouvent pas dans le système onusien tel qu'il est
mis en place et dirigé par un certain nombre de pays, notamment les 5 membres du Conseil de sécurité. Je pense que le Venezuela, qui est en permanence le poil à gratter d'un certain nombre de pays, en particulier des États-Unis, l'Iran qui l'a été jusqu'à l'accord récent, la Turquie qui interroge en permanence l'Europe, l'Inde qui revendique sa spécificité, on le verra à l'occasion de la COP 21, ou la Russie qui joue un jeu très différent de celui des autres pays occidentaux. Inutile de vous le rappeler, ce monde capitaliste dominant, globalisé, est rentré en crise en fin 2007, début 2008, et la plupart des pays ne sont pas véritablement sortis de cette situation de crise. Je parlais du chômage, au point même que Larry Summers, qui fut un éminent économiste proche du pouvoir aux États-Unis, parle aujourd'hui de stagnation séculaire. Donc on est rentré, en tout cas dans le monde dit en développé, dans des taux de croissance qui ne seront certainement pas de 5%, comme ça a pu l'être dans les bonnes années, mais qui tourneront plutôt autour de 1, 2, 3% grand maximum, ce qui modifie évidemment complètement la donne. Sans vouloir vous faire injure, bien évidemment, je citerai l'économie numérique qui modifie beaucoup la donne, puisqu'on est dans l'instantanéité, on est dans l'universalité, on est dans le libre accès, avec la possibilité de surmonter les barrières à l'entrée, en tout cas les barrières liées à l'information, avec la possibilité de pouvoir accéder à l'information. L'économie numérique aussi crée d'autres fractures, en particulier à la fracture numérique. La question est de savoir, vous connaissez peut-être ce grand débat entre Gordon et Romer sur savoir si Internet est une innovation de rupture, comme a pu l'être la machine à vapeur ou l'électricité. C'est un autre débat, mais on est sûr qu'on est dans un monde très différent qu'il y a 15 ans. Enfin, dernière préoccupation, la planète. Il y avait un OMD sur l'environnement, parmi beaucoup d'autres, et il n'était pas vraiment très identifié, pas vraiment très qualifié, pas vraiment très contraignant. Les choses ont beaucoup changé. D'abord, il y a une prise de conscience que qui menace la planète, ce sont les riches, et non les pauvres. Voilà l'origine des émissions de CO2 dans le monde. L'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine. Voilà les victimes potentielles du changement climatique, du dérèglement climatique international. Ils sont plutôt au sud. C'est l'Afrique, c'est une partie de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale, c'est l'Inde. Sous quelque forme que ce soit, inondation, salinisation, acidification des sols, perte de la biodiversité. On est dans même, ces deux cartes démontrent bien l'inégalité qu'il y a par rapport à l'avenir de la planète. Mais il y a une prise de conscience, je crois, assez généralisée, en tout cas, j'en suis convaincu dans votre pays, dans votre belle province, sur le fait que la surconsommation des ressources naturelles menace, par les 10% les plus riches dans le monde, menace l'avenir de la planète. Et bien évidemment, si on a une augmentation de la température, je parlais en centigrades, parce que c'est comme ça que je calcule, on est à 4 degrés, évidemment, ça change profondément la donnée. Je ne vais pas insister sur ces questions, puisqu'elles sont certainement connues, elles vont faire l'objet de la conférence qui va se tenir à Paris fin novembre, début décembre, qu'on appelle la COP 21, qui est une conférence tout à fait cruciale, vitale pour l'avenir de la planète, bien évidemment. Donc, il y a une prise de conscience du péril climatique avec l'ensemble de ces externalités négatives, comme disent les économistes, des inondations, des phénomènes météorologiques extrêmes, la baisse des rendements agricoles, les pénuries d'eau potable, des problèmes sanitaires croissants, et tout ceci est déjà visible dans un certain nombre de pays. Je travaille depuis 45 ans sur le continent africain et je perçois, mais de manière très simple, sans avoir besoin d'indicateurs, sinon que mon regard, je perçois déjà un certain nombre de modifications très sensibles dans les écosystèmes d'un certain nombre de pays africains, liées au changement climatique, avec la désertification, avec la déforestation massive.
Donc le dérèglement climatique auquel on assiste est un multiplicateur de menaces. Et je pense qu'il y a une reconnaissance internationale sur ce fait, même s'il y a encore des climato-sceptiques dans certains pays, mais ils sont, je crois, quand même très minoritaires. Voilà ce qui a changé. Voilà pourquoi il faut aborder la question de l'avenir de la planète de manière différente, d'où l'intérêt des objectifs du développement durable. Alors vous savez que la conception du développement durable, et je remercie le présentateur d'avoir dit que j'ai publié un petit dictionnaire à usage universitaire qui m'a amené à voir les différentes facettes de ce qu'est le développement durable. J'ai identifié 770 mots, concepts, expressions, notions, modèles, théorèmes, paradoxes. Et je crois que je ne suis pas au bout du compte parce que je viens de continuer mon travail de réflexion. Je suis à une centaine de plus. Donc la deuxième édition, je serai près du... Donc c'est pour vous dire que c'est un concept un peu fourre-tout. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Le dessin qui est au tableau résume en gros la conception universelle de ce qu'est le développement durable. Il y a une dimension économique. Le développement, la croissance économique est un facteur de développement, ce n'est pas nouveau. Il y a une question sociale, bien évidemment, la satisfaction des besoins de base en matière d'éducation, de santé, de logement, d'emploi, de mixité sociale, d'accès à l'eau et aux biens essentiels est un élément important, et une dimension environnementale, qui est un peu la nouvelle dimension depuis une quinzaine d'années, qui tourne autour de la préservation de la diversité et des écosystèmes du monde pour pouvoir assurer le bien-être des générations futures. Voilà, on peut tous se mettre d'accord sur cet élément. Pour les militants francophones que vous êtes certainement, vous remarquerez qu'il en manque une, c'est la culture. Dans toute cette conception du développement durable, qui est la conception dominante, d'inspiration très anglo-saxonne, la diversité culturelle n'est absolument pas prise en compte, alors qu'elle est une dimension importante défendue par les francophones du monde entier et avec des, comment dirais-je, des textes juridiques qui ont été adoptés dans des enceintes adéquates, je pense en particulier à l'UNESCO. Mais on va rester sur ce schéma, parce que c'est le schéma dominant. La négociation a duré près de 3 ans. 70 pays y ont participé. On estime que 8 millions de personnes, à un moment ou à un autre, ont été concernées, ont été interrogées, interpellées sur leur conception des objectifs pour les 15 prochaines années. Alors, si vous ne voulez pas lire toute la littérature, je vous conseille le texte de Ban Ki-moon que j'évoquais tout à l'heure de décembre de l'année dernière, où il développe son approche à partir de l'idée de dignité qu'on ne retrouve pas dans les textes qu'on suivi, mais je trouve que c'est un texte assez fort pour définir les principales caractéristiques des objectifs du développement durable. Et je cite simplement l'ambition qu'il donne à la fin de son texte, c'est de mettre fin aux fléaux immémoriaux de l'extrême pauvreté et de la faim, plutôt que de continuer à détériorer notre planète et à laisser d'intolérables inégalités créer du ressentiment et semer le désespoir. Je le dirai demain, je le citerai demain. Sachez qu'en 1972, Robert McNamara, qui était président de la Banque mondiale, a eu un discours quasiment identique, insistant peut-être un peu moins sur les menaces sur l'environnement, mais à peu près de la même manière sur les menaces résultant des inégalités dans le monde. Donc il y a une espèce de récurrence de ce thème à près de 50 ans d'intervalle. En fait, si on veut résumer la construction des ODD, il y a 4 idées à retenir. La première idée, il faut laisser personne derrière. Je vous ai dit, il y a encore 700 millions d'extrêmement pauvres dans le monde. Il y a beaucoup plus que 700 millions de pauvres, mais d'extrêmement pauvres, d'après le critère de 1,9 $ par tête et par jour, eh bien, c'est intolérable. Même s'il ne reste que 700 millions, c'est encore intolérable. Donc l'idée, c'est d'emmener tout le monde dans le chemin du bien-être et faire bénéficier le plus grand nombre de personnes des services offerts par l'humanité. C'est la deuxième idée. Je suis assez fier de dire, excusez-moi, que c'est une idée qui a été beaucoup défendue par mon pays.
c'est l'idée des socles de protection sociale. C'est une conception assez, certains diront allemande, liée à Bismarck, d'autres diront britannique, liée à Beveridge. Enfin, chacun a son histoire, mais dès les années 1936, dans mon pays, on a mis en place ce qu'on appelle la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'assurance maladie. L'idée, c'est d'offrir à tout individu sur la planète un socle de base de biens et de services. Éducation, santé, emploi. C'est ça l'ambition générale. Ne laisser personne derrière et faire bénéficier tout le monde d'un minimum social, si vous voulez. Troisième idée, il faut tenir compte des limites imposées par la nature, je ne reviendrai pas. Avec l'idée, c'est que les nouvelles technologies, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, ne sont pas nécessairement de nature à surmonter les limites de la nature. Dans la conception très prométhéenne du progrès, le progrès technique vient toujours remédier à la déforestation, à la pollution de l'eau. On trouve toujours de nouvelles techniques pour lutter contre ces drames sur notre biodiversité. Aujourd'hui, on commence à avoir des doutes parce qu'on a franchi certains seuils irrémédiables. Enfin, plus difficile à faire passer, mais tout ça suppose d'avoir des institutions efficaces, d'avoir une gouvernance démocratique ouverte, redevable, c'est-à-dire qui rend des comptes. La conception de redevabilité est très importante. Donc on a établi 17 objectifs qui doivent être réalisés d'ici 2030. 15 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en même temps, avec 169 cibles, c'est-à-dire sous-objectifs. Okay. Si on veut faire simple, alors les 17 objectifs sont là. Vous voyez, on parle de pauvreté, de faim, de vie saine, d'éducation, d'égalité des sexes, d'eau, de services énergétiques, de croissance, d'industrialisation, d'inégalité, de ville, de mode de consommation, de changement climatique, d'écosystèmes, de société pacifique et de la nécessité de mettre en place un partenariat mondial. S'il faut résumer, il y a 4 blocs. Il y a un bloc qui ressemble curieusement aux OMD, pauvreté, faim, éducation, parité, genre. Un bloc eau, assainissement, énergie, donc les services essentiels. Un bloc gestion durable des territoires et lutte contre le changement climatique. Et un bloc sur la gouvernance et les institutions. Voilà une autre représentation de la même chose, des 17 objectifs. C'est une représentation que je trouve pas mal, qui vient d'Oxfam, la grande ONG internationale, qui donne une idée d'harmonie. Tout le monde est concerné. Il y a des objectifs pour tout le monde, y compris pour le Canada, vous voyez, comme il y a des objectifs pour mon pays. Chez vous, c'est du blé. Chez moi, c'est une vache. Mais il y en a pour tout le monde. En Afrique, c'est plutôt l'eau et des latrines. Chacun y trouve son compte. C'est une représentation un petit peu idyllique, mais après tout, pourquoi pas, assez sympathique. L'ambiance qui a régné le 25 septembre aux Nations Unies, vous savez peut-être qu'il y a eu des concerts un peu partout, un concert avec Beyoncé, 60 000 personnes, il y avait une espèce d'exaltation, d'unanimité internationale, et ça correspond bien assez à ce schéma, un peu, comme on dirait méchamment en français, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on y va tous dans un monde harmonieux. Si je vous décris le monde tel qu'il va être en 2030, je comprends que ça suscite un enthousiasme assez général. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de famine, plus de malnutrition. Il n'y aura plus de mort évitable des enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire qu'on aura éradiqué la mortalité infantile. Il n'y aura plus de sida, il n'y aura plus de tuberculose, il n'y aura plus de malaria ou de paludisme, c'est la même chose. Il n'y aura plus de maladies tropicales négligées. Je pense que pour un certain nombre de participants à cette conférence, ça veut dire plus d'onchocercose, plus de cécité des rivières, plus d'un certain nombre de choses qu'on a un petit peu oubliées, mais qui provoquent des dégâts tout à fait considérables. Il n'y aura plus de problème de parité homme-femme, plus de racisme. Tout le monde aura accès à l'eau potable et à l'assainissement. Tout le monde pourra bénéficier de la santé maternelle et infantile. Tout le monde aura de l'énergie, de l'électricité, tout le monde aura un système de transport et de l'habitat.
Les pays les moins avancés, la quarantaine de pays qui sont en dessous, qui sont en dessous de toutes les statistiques internationales, seront industrialisés. Il y aura moins d'inégalités à l'échelle du monde entre les pays et à l'intérieur des pays. Et enfin, on aura surmonté les limites de nos écosystèmes. On aura arrêté l'appauvrissement de la biodiversité. On aura limité l'effet de la désertification et on ne surexploitera plus les terres. C'est ça l'ambition des ODD à l'horizon 2030. Donc on est en 2015, vous connaissez la situation, je l'ai rappelé rapidement. Voilà, si tout se passe bien, si tout le monde joue le jeu, le monde merveilleux auquel nous prétendons aller. Voilà une autre représentation des 17 ODD et des 169 cibles. Chacune des cases que vous avez là, vous avez les 17. Voilà. Le 17e, c'est le partenariat. C'est pas un objectif en soi, c'est comment faire pour arriver aux ODD. Hein. C'est le mode de gestion des ODD par pays pour le monde entier. Et donc vous avez les 16 ODD que j'ai cités, plus le 17e. Et puis, selon un certain nombre de critères, vous avez des cases à remplir selon que ça relève de l'environnemental, du social ou de l'économique. Vous vous souvenez mes 3 cercles de tout à l'heure qui sont emboîtés. Tout ceci fait une matrice que vous apprécierez, mais qui est quand même relativement complexe. Hein. Alors, par exemple, il y a un petit rectangle, c'est limiter, réduire l'insécurité routière. Donc, ça peut rentrer dans des... Il y en a un autre, c'est augmenter la parité scolaire garçon-fille en collège. Il y en a un autre, ça peut être éradiquer complètement le ver de Guinée dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Donc on a des sous-objectifs qui sont très détaillés. Mais tout ceci nous fait une matrice d'une très grande complexité qui est en fait le résultat d'un compromis mondial. 193 pays se sont mis d'accord. Donc chacun y est allé sur son petit truc. J'ai une petite anecdote qui est une bonne illustration. Il se trouve que j'ai travaillé, on l'a dit tout à l'heure, en Nairobi, dans les structures des Nations Unies. C'est un petit peu comment se fait, comment dirais-je, un consensus autour d'un texte à adopter commun. Et donc on a sur un tableau comme celui-ci, sur un panorama, un texte, puis qu'on amende, chacun se lève. Et alors à propos de la parité, l'amélioration de l'efficacité scolaire, il était dit que ça doit concerner tous les enfants. Et donc la phrase se terminait par children, et quelqu'un a levé la main en disant including girls. Donc on a rajouté including girls, et quelqu'un d'autre a ajouté and boys. Donc la phrase c'est children including boys and girls. Bon, voilà, ce genre de compromis, donc tout le monde est satisfait. Mais ça a le mérite d'exister, et cette matrice est adoptée par tout le monde. Par le Bangladesh comme par le gouvernement fédéral. Il est adopté par la France comme par le Burkina Faso. Donc il faut y aller. Je ne sais pas si vous avez cette expression ici au Québec, on parle d'un catalogue à la Prévert. Prévert est un grand poète français, auteur de scénarios, de films tout à fait formidables. Et voilà, il faisait souvent des listes comme ça infinies. Je vous rassure, pratiquement aucun sujet n'a été oublié. Pratiquement. Certains, je viendrai tout à l'heure dessus. Certains objectifs sont suffisamment vagues pour satisfaire tout le monde, du genre, il faut limiter le crime organisé. Bon, très bien. Certains pensent à la mafia, d'autres à des trafiquants de drogue, enfin, chacun y trouve son compte. Quelquefois, c'est un peu hasardeux. Quand il y a une des cibles qui dit qu'il faut assurer 7% de croissance par an dans tous les pays les moins avancés. Je suis sûr que le Niger, qui est représenté ici, serait ravi de pouvoir obtenir ce taux sur une période de 15 ans. Probablement, ça changerait la donne. Mais si on ne dit pas comment faire, bon. Mais je vous laisse à votre sagacité le soin de réfléchir à ce genre d'objectifs. Certains sont peut-être difficiles on aura peut-être quelques difficultés à y parvenir pour l'horizon 2030.
notamment l'élimination définitive de la faim, ça serait vraiment formidable. Et peut-être juste un point plus difficile encore, la malnutrition. J'ai l'habitude d'avouer ma modestie, voire mes erreurs d'économiste du développement. J'ai découvert assez tardivement les méfaits de la malnutrition, et tout particulièrement depuis que je suis président d'une organisation de développement qui fait du terrain, et j'ai vu la malnutrition, ça n'a rien à voir avec la sous-alimentation. C'est un problème qualitatif. Et quand, dans des pays comme le Burkina Faso que je citais, vous avez 25% des enfants qui sont malnutris, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement visible. Il y a un retard de croissance, mais un petit retard de croissance, qui se mesure en général par le tour de bras. Mais il y a un retard intellectuel qui, s'il n'est pas compensé avant l'âge de 2 ans, est définitif. Donc là, vous avez une situation extrêmement grave, qui est mal appréhendée, contre laquelle on sait comment lutter. Il s'agit d'enrichir l'alimentation des enfants par des apports nutritionnels, en nutriments divers et variés. Mais arriver à éradiquer complètement la malnutrition, c'est un effort tout à fait considérable, mais ça concerne l'Afrique subsaharienne, ça concerne l'Asie du Sud-Est, comme ça concerne un certain nombre de pays d'Amérique latine, où les taux de malnutrition sont très très élevés. Donc, relevons le défi, mais il ne faut pas mécaniquement penser que les choses vont s'améliorer et que la malnutrition va se résorber comme ça, ipso facto, sur une simple décision unanime le 25 septembre 2015 à New York. On est loin du compte. Et puis, il y a des aspects qualitatifs. Je parle de la nutrition. L'éducation pour tous, c'est un challenge c'est un défi, depuis 2000, l'universalité du système éducatif. Et on a assisté dans des pays, j'ai vécu au Kenya comme ambassadeur pendant 3 ans, j'ai vu, du jour au lendemain, l'école ouverte à tout le monde, mais des hordes d'enfants qui n'avaient pas été scolarisés se précipiter à l'école, dans des établissements qui n'avaient pas des capacités, donc des salles de classe de 60-70 enfants, avec des professeurs sous-qualifiés ou incapables de pouvoir gérer des meutes d'enfants, et sans aucun outil scolaire, et notamment le fameux manuel, qui est l'élément, vous le savez probablement, en matière d'éducation, un des éléments les plus déterminants en termes de rendement. Donc c'est bien de dire l'éducation pour tous, mais en termes de qualité, vous avez une dégradation qui peut être très très forte. Donc il faut aussi réfléchir à ces aspects, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé par exemple. Une évaluation des objectifs doit être faite tous les 4 ans au niveau des chefs d'État. Ah oui, les indicateurs. Donc, des objectifs, des sous-objectifs qu'on appelle des cibles, et puis il faut mesurer les performances, donc il faut mettre des indicateurs. Quand j'ai écrit ce diaporama, c'est-à-dire il y a 4 jours, il y en avait 200. Depuis hier, il y en a 300. Je pense que demain, il y en aura 320 indicateurs. Alors, le travail n'est pas terminé, il devrait être terminé d'ici mars 2016, mais en France, on appelle ça quelquefois une usine à gaz. Je ne sais pas comment vous dites, mais c'est quand même un machin un peu compliqué à gérer. Alors, peut-être on va réduire le nombre d'indicateurs. Hein. L'indicateur, ce n'est pas le PIB par tête. Vous imaginez bien que ça, c'est facile. Enfin, c'est relativement facile. Mais là, ça va être un indicateur sur l'accès à l'eau, sur la qualité, le rendement scolaire, ou la baisse des conflits, ou l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises. Enfin, tout est ouvert. Donc il faut inventer des indicateurs. Ça va relativement bien dans une société comme la vôtre ou comme la mienne. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où j'ai également servi comme ambassadeur, il n'y a pas eu de recensement de la population depuis 1984. On ne sait pas si dans ce pays il y a 65 millions d'habitants, 70 ou 75. On ne sait pas quelle est la population de la capitale Kinshasa. Tout simplement parce qu'on fait des extrapolations à partir de bases statistiques qui ont 30 ans. Donc, vous mettez un taux de croissance de la population, mais s'il est faux à 0,1 ou 0,2%, vous avez une trajectoire qui est évidemment complètement différente. Donc, il y a un défi, un enjeu statistique qui est absolument considérable. Considérable. Pour pouvoir alimenter les indicateurs et dire, voilà, on est passé de là à là. Il faut pour dire qu'il y a un changement, une variation positive ou négative, il faut avoir une base, savoir où on part. Statistique, la carte scolaire, elle enregistre les inscriptions en première année du primaire, mais après,
elle est très nébuleuse. C'est quand même pas suffisant. Donc, il y a une véritable difficulté, une véritable révolution des données à mettre en place, notamment dans les pays où on a perdu. Les politiques d'ajustement structurel ont eu des effets dramatiques sur les outils statistiques dans la plupart des pays. Dramatiques. Parce qu'on était dans le court terme, on était dans la politique monétaire, et on n'avait rien à faire de savoir de traiter des problèmes démographiques ou des problèmes de comportement de consommation, etc. Ce n'était pas le problème. Alors, il y a quand même quelques manques. Allez chercher dans les 17 ODD et les 169 cibles le mot droit de l'homme, désolé, vous ne trouverez pas. Allez chercher le mot démocratie, vous ne trouverez pas. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un cercle qui manque. Allez chercher diversité culturelle, vous ne trouverez pas. Ou valorisation des patrimoines culturels des populations autochtones, vous ne trouverez pas. Donc, il y a un certain nombre de manques. Pourquoi? Parce que quand vous êtes aux Nations Unies, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un compromis. Et mettre d'accord le représentant de l'Arabie Saoudite, le représentant du Bangladesh, le représentant du Guatemala, le représentant du Canada et le représentant le plus en pointe de la Norvège ou de la Suède, il y a un moment, on gomme un petit peu sur les droits de l'homme, parce que, voilà, le mot démocratie gêne un peu, parce qu'on dira que c'est prématuré dans un certain nombre de pays dont la maturité politique n'est pas telle qu'on peut accéder à des élections libres et ouvertes partout. On est encore dans les systèmes monarchistes. Donc, il y a des manques. Et pour moi, l'un des plus dramatiques, c'est le manque du concept de droit de l'homme et celui de diversité culturelle, qui pour moi vont ensemble. Mais voilà, c'est une liste très consensuelle, faite de compromis, où chaque État peut aller chercher dans la grande matrice que je vous ai montrée tout à l'heure, des 169 cibles, ce qui lui va le mieux. Mais ça n'empêche, cette nuance étant faite, il faut y aller. En d'autres termes, cette matrice difficile à gérer est malgré tout un progrès considérable à la situation antérieure, qui était celle des OMD 8, définie de manière totalement technocratique, dans une conception, on concède aux pauvres de quoi sortir de l'extrême pauvreté, en oubliant sa propre pauvreté qui monte dans nos pays. Donc il y a incontestablement un progrès important. Et surtout, si vous êtes des militants du développement, vous pouvez toujours vous targuer ou utiliser cette matrice pour rappeler à l'un ou à l'autre, à tel député, à tel ministre, à tel chef d'État, qu'il a des obligations, à tel chef d'entreprise, qu'il a des obligations qui ont été définies, acceptées par son pays. Voilà en gros les limites que je vois dans le contenu, mais ces limites que j'évoque ne sont pas suffisantes pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Je dis ça parce que tout à l'heure, je citais cette revue britannique d'Economist, bien connue, qui est l'incarnation de la conception libérale, qui a fait un article extrêmement violent sur les ODD en disant que ça ne sert à rien, c'est un machin onusien, c'est complètement absurde, il suffirait d'avoir un objectif, ça suffirait. Plutôt que, voilà, ça va être impossible à gérer, les pays ne sont pas capables d'eux, etc. Cette critique n'est pas négligeable, il faut savoir entendre les critiques. À cette critique, je réponds par le volontarisme rendu possible par les ODD en dépit de certaines des limites que je viens d'évoquer. Maintenant, on n'a pas répondu à la question sur comment fait-on. Première question qu'il faut se poser, c'est la question de comment on finance les ODD. Avec quel financement on va réaliser ces fameux 17 objectifs, ces 169 cibles? Il y a eu plusieurs estimations, je dirais pifométriques, comme ça. C'est très difficile de quantifier tout, d'autant qu'on n'a pas encore défini tous les indicateurs. Mais on parle en trillions de dollars américains, c'est-à-dire en milliers de milliards de dollars. 2, 3, 4 par an. OK ? Pour les économistes qui sont présents dans cette salle, l'épargne mondiale privée tourne actuellement autour de 20 trillions, 20 000 milliards de dollars par an. Il serait logique de dire on va prendre 10%, 10-15% de cette épargne et l'affecter pour la bonne cause au développement durable. On a résolu le problème.
formidable. C'est un raisonnement très sympathique, très macro. Encore faut-il savoir comment on va le canaliser. L'épargne ne s'oriente pas nécessairement vers des objectifs sociaux. En général, c'est plutôt vers des objectifs de rentabilité à court terme, des taux d'intérêt élevés ou des opérations spéculatives sur les marchés financiers, bien évidemment. Mais rien n'empêche d'espérer une évolution dans les mentalités, et il y a quelques indices qui laissent penser que le capitalisme philanthropique dont certains parlent, peut trouver intérêt à s'orienter vers les objectifs du développement durable. Je vais aller un petit peu plus dans le détail sans vous casser les pieds avec des chiffres ou des raisonnements d'économistes un peu casse-pieds. Est-ce que l'aide au développement, l'aide publique au développement, est de nature à répondre? Aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est 135 milliards de dollars. OK ? Le Canada voit son APD baisser, la France voit son APD baisser, d'autres pays augmentent, mais en gros, on est très loin du compte. On est très loin des 2-3 000 milliards de dollars. Donc, l'APD, dans des pays qui ont des politiques d'austérité, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Excusez-moi pour la petite caricature, mais elle me plaît beaucoup. Je pense que les riches ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de lutte contre la pauvreté par le biais fiscal. La grande réflexion qui a lieu actuellement, c'est d'utiliser des ressources domestiques, des ressources nationales. Il y a incontestablement des marges de manœuvre importantes en matière fiscale. Le taux de prélèvement fiscal dans un pays africain, c'est de 15% sur le PIB. Dans les pays européens, c'est de 40 à 45%. On n'est pas obligé d'avoir des prélèvements fiscaux aussi élevés partout, mais rien que de passer de 15 à 25% dans un certain nombre de pays permettrait à ces pays, à ces États, de prendre en charge sur leurs propres ressources, et après tout, c'est bien ça l'indépendance, une bonne partie des besoins sociaux, d'éducation, de santé, d'accès à l'eau, par exemple. Il y a des marges de manœuvre considérables en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre l'évasion fiscale. Il y a plus d'évasion de capitaux qui sortent des pays africains que de capitaux qui rentrent. On évalue l'évasion fiscale à près de 50 milliards de dollars chaque année des pays africains. Je cite ceux-là parce que c'est ceux que je connais, particulièrement de deux pays, du Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais rien que limiter, rogner sur ces évasions, ça permet d'augmenter la donne. Rationaliser les subventions. Beaucoup de pays ont ce qu'on appelle des subventions néfastes en faveur des énergies fossiles. Dans beaucoup de pays, on finance la pompe à essence. On subventionne la pompe à essence pour des raisons sociales. On privilégie les classes moyennes. Il y a incontestablement pas mal de choses. Rationaliser les politiques d'achat public, lutter contre la corruption ou les marchés de gré à gré et instaurer de la concurrence dans les marchés publics. Il y a donc tout un portefeuille de mesures qui doivent permettre d'augmenter l'enveloppe disponible au plan national. Et c'est tout à fait considérable et certainement le vecteur le plus important pour pouvoir répondre aux besoins de financement. Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a des choses indirectes. Par exemple, lorsque vous augmentez l'accès à la téléphonie mobile dans un certain nombre de pays du Sud, vous améliorez la capacité de pouvoir accéder aux besoins essentiels, à l'éducation à distance, à la santé à distance. Voilà. Tout ceci est très difficile à comptabiliser. Quand il y a 850 000 Africains qui ont le téléphone mobile, ça modifie la donne, beaucoup. Donc il y a la bancarisation qui est autorisée, qui est rendue possible maintenant par la téléphonie mobile, peut contribuer là aussi à l'accès vers les objectifs du développement du millénaire. Au plan international, j'ai parlé de l'aide publique internationale en vous disant qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions sur son augmentation, en tout cas à hauteur des besoins. On réfléchit de plus en plus sur des modalités innovantes, ce qu'on appelle les financements innovants. On taxe les billets d'avion, on peut taxer les transactions financières spéculatives, on peut créer des fonds spéciaux, ce qui va être la discussion à Paris à la COP21, le fameux fonds vert qui doit être de l'ordre de 100 milliards de dollars américains par an. On a déjà créé un fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a donné des résultats tout à fait valables.
Donc il y a un certain nombre d'outils nouveaux, taxes, création de fonds qui peuvent être pertinents. Et puis il y a toute la fiscalité environnementale. Vous savez, la fiscalité environnementale, c'est la taxation des pollueurs, hein, à hauteur de la pollution qu'ils mettent en place, mais également la mise en place, comme c'est le cas de la province du Québec, d'un marché carbone, et que vous avez régionalisé avec des États américains, de l'autre côté de la frontière. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes, même si ce n'est pas sur l'ensemble du territoire canadien. Beaucoup croient au marché carbone, à condition que le prix du carbone soit suffisamment élevé pour devenir dissuasif, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a d'autres mécanismes, des permis, des fonds de garantie, etc. Je vous passe tous ces détails. Donc il y a une palette très grande pour pouvoir assurer la couverture de ces besoins. Les transferts de migrants. On sait qu'ils existent. Les transferts financiers des migrants, c'est des sommes tout à fait considérables. À l'échelle internationale, c'est 440 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 3 fois l'aide publique internationale. Alors vous allez me dire, on peut difficilement décider pour les migrants quelle est la meilleure affectation. On sait que ça permet d'assurer quand même un certain nombre de couvertures de besoins de base, en particulier en matière d'éducation et d'alimentation des populations pauvres. Il y a possibilité probablement d'améliorer le drainage, la canalisation de ces ressources vers l'entrepreneuriat, pour peu que les migrants, à leur retour, puissent faire valoir leurs compétences acquises à l'étranger dans un climat de sécurité sans être littéralement pillés par les États ou par les populations, par les familles. Il y a un certain nombre de conditions à mettre en place. Mais là, il y a une opportunité qui est quand même très grande. Un certain nombre d'autres facilités peuvent être mises en place pour canaliser le financement privé international. Et puis enfin, il y a tout ce qu'on appelle le blended finance, tous les financements mixtes, qui font que l'aide publique, par exemple, minoritaire, sert uniquement à garantir le risque du financement privé lorsqu'il va investir dans le bas de la pyramide. Le bas de la pyramide, c'est les pauvres, ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Hein, c'est les 750 000 habitants de Port-au-Prince qui, si mon ONG n'était pas là, le GRET, je le dis, n'auraient pas d'eau. On est depuis 20 ans dans les quartiers pauvres, uniquement sur la base de bornes fontaines. Il n'y a aucune décision de l'État qui est intervenue pour pouvoir satisfaire ces populations, parce qu'on s'intéresse à l'autre partie de la population. Mais dès qu'on est sur le bas de la pyramide, il faut trouver des mécanismes de financement qui permettent à des opérateurs privés de prendre le risque, parce qu'il faut bien recouvrer les coûts. On est dans de l'économie sociale, mais on est dans l'économie, il faut bien rentabiliser des investissements au bout d'un certain temps. Et pour ça, il faut mettre en place des mécanismes de garantie. Et la ressource publique est parfaitement faite pour pouvoir assurer cette prise de garantie et permettre un déclenchement de l'entrepreneuriat sur des voies vertueuses, y compris pour des activités à nature sociale, y compris pour l'assainissement. Les pauvres sont prêts à payer pour avoir un ramassage organisé des ordures ménagères qui garantit la santé des familles. Les pauvres sont prêts à payer pour avoir un accès à l'eau, à condition qu'il soit accessible, que l'eau soit potable. Donc ce n'est pas nécessairement une question de pouvoir d'achat, à condition qu'on enclenche un processus vertueux qui permette d'assurer cette sécurité et cette accessibilité aux pauvres. Et puis il y a plein de choses autour desquelles un certain nombre d'organisations non gouvernementales mondiales se battent beaucoup. Il est sûr que si on supprimait les paradis fiscaux, qui sont extrêmement nombreux et où pratiquement toutes les firmes multinationales ont un siège, ou en tout cas qu'ils utilisent pour pouvoir optimiser leur fiscalité, comme on dit. Ce n'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation, apprécier la nuance du vocabulaire. Il est sûr qu'on aurait certainement des marges de manœuvre encore plus grandes pour financer le développement durable. Donc j'ai pratiquement terminé, mon heure approche. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que l'intérêt des objectifs du développement durable, c'est son aspect mobilisateur. On peut regretter, alors je ne sais pas comment ça s'est passé ici au Canada, mais en France, on est très obnubilé par la question du changement climatique, parce que cette fameuse conférence qui se tient à Paris, donc on parle beaucoup de climat, on parle de moins en moins de pauvreté. Je ne suis pas sûr,
à part dans les siècles universitaires ou les siècles militants, qu'on ait suffisamment porté la voie des objectifs du développement durable auprès de la population, sous son aspect universalité. Ouvrons-nous au monde entier, les enjeux sont mondiaux, pas seulement ceux du climat, mais également de la pauvreté. La pauvreté est un facteur d'instabilité, de conflit, voire de guerre. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour faire des ODD un élément politique, fondamentalement politique, et mobilisateur pour l'ensemble de la planète. Si on a obtenu ça, maintenant, le véritable défi, c'est celui de la mise en œuvre. J'ai parlé des financements pour les supporter, donc il faut faire preuve d'imagination pour canaliser le maximum de financement à hauteur des besoins, 2-3 000 milliards de dollars minimum par an. Les politiques, je l'ai dit tout à l'heure à propos des OMD, réduire la pauvreté dans votre pays, si vous êtes un régime autoritaire, je ne voudrais pas citer de pays, mais j'en connais, vous pouvez obtenir des résultats uniquement en privilégiant un certain nombre une partie de la population au détriment de l'autre, vous aurez des chiffres qui, en moyenne, vont s'améliorer. Mais la moyenne, on s'en fiche, vous êtes bien d'accord. La moyenne, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le premier décile et le dernier décile. Les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. C'est ça qui fait la différence. Ou la Banque mondiale dit plutôt les 40% les plus pauvres. Mais la moyenne, ceux qui sont... Voilà, la moyenne, ça n'existe pas. C'est une pure abstraction statistique. Donc, si on veut être cohérent, il faut définir des politiques pour chacune des cibles et des politiques qui soient cohérentes les unes les autres. Vous pouvez satisfaire les besoins alimentaires des populations en recourant à l'aide alimentaire, mais simultanément, vous détruisez l'agriculture paysanne de votre pays. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est une politique qui est totalement cohérente. Il est sûr que d'assurer la sécurité alimentaire, c'est d'abord privilégier la production nationale, la sécuriser, lui donner des garanties, créer des filières, la transformer et la rendre accessible aux populations. Donc, il y a un problème de cohérence de ces politiques, il y a un problème d'énoncé de ces politiques, il y a un problème de cohérence. Quelles sont les coalitions d'acteurs? Mot très à la mode, c'est parce qu'il en est ici. On parlait de partenariat avant, maintenant, on change de look, on parle de coalition d'acteurs. Mais c'est exactement la même chose. Mais comment associer le public et le privé, l'associatif, les collectivités locales et les États centraux? Il y a une multitude d'acteurs, et enfin les bénéficiaires. La grande transformation structurelle, c'est bien évidemment de permettre aux pauvres, aux exclus, aux réfugiés, à ceux qui vivent dans les conditions urbaines les plus dramatiques, dans les bidonvilles. À Kinshasa, on dit les en bas d'en bas, par opposition à les en haut d'en haut. C'est ceux-là qui doivent pouvoir exprimer leurs besoins et se prendre en charge, et c'est bien l'autonomisation des pauvres qui est l'enjeu final. C'est bien ça le véritable défi des ODD, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai dit. Il faut mettre donc en branle des coalitions d'acteurs, en mettant sur le devant les bénéficiaires ultimes, et puis enfin des indicateurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour évaluer les résultats. Maintenant, il appartient à chaque pays, de mettre en place son plan national de réalisation des ODD. Ses politiques, ses financements, ses acteurs et ses indicateurs. C'est normalement le travail qui doit être fait. Les gouvernements s'y sont engagés en 2016. Un peu plus facile pour certains pays qui avaient l'habitude d'avoir une planification nationale. Un peu plus difficile pour d'autres pays qui n'ont même pas d'outils statistiques. Mais c'est ça l'enjeu pour réaliser l'agenda, non pas de 21 030, excusez-moi, je dis il faut être ambitieux et volontariste, et puis je fais une grossière erreur de... Voilà, elle sera corrigée. Voilà, j'en ai fini, juste j'ai ajouté une petite bibliographie. Je vous remercie.